C'est aussi là, dans ces jeunes pousses, que s'invente le BTP de demain, ici en France ou bien ailleurs dans le monde. C'est pourquoi il nous paraissait très important, en cette fin de journée dédiée à l'innovation, de donner un coup de projecteur sur cet univers que vous verrez est bouillonnant. Nous donnerons donc la parole à des startups ayant réussi à grandir. Nous écouterons le point de vue d'investisseurs du monde entier. Et nous allons même, vous allez même, primer une jeune entreprise parmi les 5 que vous allez découvrir. Alors, pour introduire cette séquence, donc baptisée MidTech, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julien Villalongue, qui me rejoint. Et que l'on peut applaudir chaleureusement. Bonjour Julien. Bonjour Fabien. Vous êtes à la tête de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. L'une de vos missions de tête chercheuse consiste à comprendre l'émergence de l'innovation dans la construction. Et ce que vous observez, c'est que notre secteur suscite beaucoup d'intérêt, même au-delà des limites traditionnelles du BTP. Effectivement, merci de me donner l'opportunité de cette prise de parole. Je suis très heureux d'être ici. Effectivement, notre secteur d'activité est la première industrie mondiale, avec, vous n'avez peut-être pas ce chiffre en tête, 8 000 milliards de dollars à l'échelle de l'ensemble de la planète. C'est un secteur qui attire effectivement des nouveaux acteurs qui viennent d'autres types d'économies, plutôt de l'économie du numérique. Le marché de la construction, c'est en réalité le premier marché mondial qui est tiré dans ces dynamiques par l'urbanisation massive et aussi par le développement des pays en développement. Et c'est un secteur qui a un taux de digitalisation que l'on pourrait qualifier de faible dans ce sujet. Et donc il y a un champ d'exploration, d'optimisation assez important. Et on voit des acteurs, des grands acteurs de l'IT, des technologies du digital et du numérique, mais aussi des petits acteurs, on en parlera je pense tout à l'heure, se positionner dans nos métiers, dans notre chaîne de valeur. Et ce qui est intéressant, je pense, en termes de posture, et c'est ce que l'on défend quand on monte un dispositif comme Léonard, quand on monte des programmes d'accompagnement de start-up, c'est que cet apport, on va dire, de valeur, il doit être convenablement intégré à nos entreprises. Et il ne faut pas, au final, le voir comme une menace, mais vraiment s'adapter dans des logiques partenariales. Et c'est vraiment le sens des programmes que l'on peut concevoir et déployer. Donc c'est une transformation qui peut apparaître foisonnante, bouillonnante, comme je l'ai dit. Je vais vous demander d'y mettre un petit peu d'ordre. Est-ce que vous pourriez schématiser un peu, mais nous donner quels sont les grands domaines de l'innovation numérique concernant la construction ? Alors, il y a un grand structurant quand même de l'évolution de notre secteur d'activité. On en a parlé tout au long de la journée, c'est la transition environnementale. On a eu beaucoup de tables rondes sur ce sujet. Mais effectivement, la dynamique digitale, elle nourrit l'innovation dans notre secteur. Elle nourrit plutôt de l'innovation incrémentale, parce qu'il faut aller chercher dans nos métiers plutôt qualifiés de traditionnels, on va dire de la valeur, il faut arriver à le montrer. Et donc, c'est effectivement un très fort driver de productivité qui emmène, on va dire, pas mal d'innovations. Ça questionne nos process, notre façon de faire, mais ça questionne aussi les services et les offres que l'on développe pour nos clients et pour les clients finaux des bâtiments, des villes, des ouvrages que nous construisons, avec une nécessité d'acculturation interne extrêmement forte. On le voit notamment sur les sujets d'intelligence artificielle, sur lesquels on a beaucoup de cas d'usage, sur lesquels on montre que ce type de technologie a vraiment un apport important dans toutes les phases, en réalité, de la construction à la conception et à la maintenance de l'ouvrage. Je voudrais faire une petite incise sur ce sujet de productivité, ça me paraît important. Quand on cherche à concilier, on va dire, ces deux transitions que je mentionnais, la transition environnementale et la transition digitale, l'enjeu de productivité, il a en réalité un levier sur les deux transitions. Parce que le digital va vous permettre effectivement de gagner en productivité sur les chantiers, mais tout ce que vous gagnez
en productivité parce que nos activités sont intenses par rapport à notre empreinte environnementale, eh bien c'est tout aussi ça de gagner sur ces sujets. Et puis enfin, sur ce sujet digital, c'est l'enjeu de la donnée. Peut-être un enjeu sur lequel on est peut-être plus habitué parce que ça fait quand même quelques années que ce sujet irrigue les stratégies des acteurs, puisque de plus en plus la valeur est portée par notre capacité à faire des acquisitions de ces données, à les traiter et à leur donner effectivement leur bon positionnement, et toujours aussi dans cette logique de création de nouveaux services et de nouvelles offres plutôt vers l'aval, plutôt vers nos clients que je mentionnais tout à l'heure. Et alors, une petite dernière question, plutôt sur aujourd'hui et sur demain. Comment tout cela se structure finalement petit à petit? On n'est pas à la phase initiale, ça déjà commence à bouger, les choses se mettent en place. Quelle vision vous avez de cette structuration en cours? C'est extrêmement intéressant ce qui se passe dans notre secteur d'activité sur ces sujets d'innovation et plutôt de technologie. Quand on va regarder ces sujets digital, on se rapproche très rapidement des sujets technologiques. On doit être l'un des premiers secteurs dans le monde en termes de B2B à avoir des investissements importants dans les logiques technologiques. Alors quand on parle de construction, de technologie dans la construction, en réalité on parle de plusieurs choses. On parle à toutes ces technologies qui vont s'appliquer à optimiser des phases de conception, de construction, d'ingénierie, mais aussi de l'acte de construire en lui-même. On en a parlé ce matin dans le processus de construction, et on a repéré, on va dire, 4 grandes verticales, on va dire, d'intervention sur ces technologies. La première, ça va être la digitalisation et une automatisation partielle, on va dire, de la phase du chantier en lui-même. C'est des acteurs que l'on va se positionner sur ce compartiment. Le deuxième sujet, je le mentionnais tout à l'heure, c'est l'application de l'intelligence artificielle dans toutes les phases, mais aussi en phase de préconstruction, donc toutes les phases d'ingénierie, les phases de planning, les phases de chiffrage, où on voit de plus en plus d'acteurs se positionner et acquérir de l'expertise très digitale sur ces sujets. La troisième grande verticale, ça va être un emploi de robots et de cobots, alors pas dans une vague de généralisation et de chantiers 100% robotisés, mais plutôt sur des tâches plus spécifiques, plus ciblées. C'est beaucoup d'investissements sur ces sujets. Et puis le dernier volet, c'est la préfabrication et l'impression 3D, des choses que l'on voit déjà arriver. Alors je pense que nos 4 investisseurs, on va dire, vont donner des exemples de ces sujets. Un chiffre peut-être en tête, en 2018, l'ensemble de ce secteur d'innovation, d'acteurs innovants, de start-up sur les technologies de la construction a drainé un volume de 6 milliards de dollars d'investissement sur une année. Et alors le chiffre en soi est peut-être intéressant pour nous tous si vous voulez investir, mais c'est surtout la dynamique, c'est 16 fois plus que 2 ans auparavant. Donc on constate une accélération extrêmement importante de l'investissement de ces acteurs. Alors malheureusement, je ne veux pas forcément mettre un qualificatif, ce qu'on constate, c'est plutôt outre-Atlantique. Et c'est peut-être un message collectif, c'est que quand on regarde ce secteur d'activité, quand on regarde l'ensemble des acteurs que vous avez réussi aujourd'hui à rassembler, les maîtrises d'ouvrage, des grands acteurs industriels, des grands écosystèmes aussi de recherche académique importants, des acteurs start-up qui sont très présents et très actifs, on pense, et c'est pour ça qu'on développe, on va dire, Léonard dans ce cadre, qu'on a en France et en Europe plus généralement un contexte très favorable à l'émergence d'acteurs sur ces secteurs de la construction et des technologies de la construction. Ce sera le mot de la fin, c'est un mot très optimiste. Merci beaucoup Julien pour cette présentation. Chez Léonard, dans votre structure, on trouve une personne particulièrement bien placée dans la connaissance et le suivi des startups. Il s'agit de Guillaume Bazouin qui me fait le plaisir de me rejoindre. À bientôt Julien. Avec un micro ? Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Vous êtes responsable des programmes de start-up et d'entrepreneuriat chez Léonard. Vous supervisez 2 programmes distincts.
Et comme tous les experts S-Startup, vous connaissez parfaitement le monde des investisseurs, puisqu'une start-up, tôt ou tard, a besoin de lever des fonds. Pourquoi, selon vous, est-il crucial d'entendre aujourd'hui, ici sur MID, la parole des investisseurs ? On est sur un écosystème où il y a un dynamisme naissant avec tout un tas de jeunes pousses qui viennent de milieux universitaires, qui viennent d'incubateurs, à gauche, à droite, que ce soit lié à des grands groupes, à des organismes de quasi-recherche comme le CSTB. Et pour autant, on se rend compte qu'il y a quand même un manque sur tout ce qui est dynamique d'investissement early stage, donc sur les premières étapes, pour ce qui est des startups qui sont sur notre domaine, donc de la construction. Un des éléments qui a motivé la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est que on va dire, ce manque au niveau des investisseurs sur l'early stage, ce n'est pas quelque chose qui est vrai nécessairement au niveau international. Et on voulait avoir une approche avec des gens qui viennent d'autres endroits pour peut-être entraîner l'écosystème français dans cette direction. Tout à fait, parce que c'est un système fortement internationalisé quand même. Tout à fait, oui. Et ce qui est intéressant, et ce que je pense qu'on va voir par la suite, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à l'étranger, qui regardent la France avec beaucoup d'intérêt, comme un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui lancent leurs activités, et pas forcément assez de capital pour les aider, donc potentiellement un effet d'aubaine. Très bien. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir, en tout cas de donner la parole plutôt, à 4 investisseurs que vous connaissez bien. Guillaume, je vous laisse les présenter peut-être, puisque vous les connaissez bien. La séquence qui suit se fera in English. Voilà, donc je vais transitionner à l'anglais, mais I'd like to welcome to the stage Mathias Flatin. I know you're in the audience. And are going to join us online Ray Levitt, Darren Bechtel, and Gonzalo Galindo. Hi, guys. Nice to see you. So I guess I'll just start with a quick introduction of who you are and what you do. But Mathias, you're a partner at Axeleo. Axeleo just launched a PropTech fund dedicated to early stage investment of about $35 million. Ray Levitt, you're a partner at Blackhorn Ventures and a professor extraordinaire at Stanford University, now retired and focusing on investment. Darren Bechtel, partner and founder of Brick and Mortar, the first real fund dedicated to construction technology out of San Francisco in California. And Gonzalo Galindo, the head of Cemex Ventures. Most of you know Cemex as one of the leaders when it comes to concrete and ready-mix use. Cemex Ventures is also one of the first European venture funds dedicated to construction technology. So, welcome, guys. Can you hear me well? Thank you. Yes. Yes. We're going to go first with a first round of quick questions, and you're all going to go in turn. And I'm going to start with a pretty simple question along the lines of, we see that technology is coming to the job site, and I'd like to know from your perspective how technology is impacting construction in general terms. And we don't have too much time, so we'll be sort of like one after the other in a minute or minute and a half. So Mathias, you're here, so why don't you start? Yes, thank you. Hello, everybody, and hello to my peers. I miss you. I feel very alone on the stage. I hope to see you soon. So my name is Mathias Flatin. I'm a partner at Axeleo. We are a VC and accelerator based in France, dedicated to early stage startups. So we manage 80 million euros. And we announced last July the first PropTech fund in France. First and only one, sadly, because France is accounts among the biggest players of real estate in Europe, in construction, but also in asset management. So why construction tech for us? We think there are several things to do in construction to build cheaper, to build more efficiently, to build faster. And we see several trends that Julien explained earlier. Trends around raw materials, generative design to generate the plans, optimize the use of the land. There are very interesting AI dedicated to that. And we also see some modular and off-site... ¿Pueden cerrar esta puerta, por favor? Hello?
I think we can hear you, Gonzalo. Sorry, I was just hoping that somebody closes my door. There are also some modular and off-site technologies and businesses that are very recent and very disruptive, so not easy to adapt to construction corporate players, but I think we're going to do some deals in that field. What's missing? Several trends. And that's why we target them with that fund dedicated to construction and property technologies. Thank you, Matthias. Moving on to Ray. Ray, same question. From your perspective, how do you think technology is impacting construction? You know, what we have seen in other sectors is the first use of information technology is typically to digitize old paper-based processes. We saw this happening as far back as 2012 with PlanGrid putting blueprints on iPads. The second stage is really linking different digital workflows together to create higher level value. And then the trends that have really shaped the industry have been smart mobile devices, broadband everywhere, low-cost sensors, AI, software in the cloud, SaaS solutions. And so what we're seeing now is shortening of supply chains. And eventually, I think what we'll see is more reorganization of the industry. Some of the intermediate players will be disintermediated, the same as they have been in the travel and the hospitality business and other businesses. And even banks these days are being disintermediated by digital banks. And then, you know, people have talked, previous speaker talked about modular offsite construction. With digital documents, it's much easier to manage a flow of materials into, through, and out of modular manufacturing facilities. And that is exacerbated by a labor shortage and further amplified by COVID with the difficulty of assembling lots of people on site. Thanks, Ray. Gonzalo, I'm going to move on to you for the same question, maybe with what you've seen from your perspective. Well, thank you. Well, I think that whatever Ray has mentioned is pretty true. On top of that, what I've seen happening as well is at some point we will start seeing a lot of concepts which actually will change the way we build substantially. For example, offsite and so on eventually will take off far more than what we've seen right now, no? And really industrializing construction and standardizing a lot of what we do today will certainly change the way we think about the projects in general, no? And that will also force us to actually think about the sustainability of the whole value chain as well, which is currently a very big issue, no? Especially companies like ours, which are one of heavy CO2 emitters and so on. We will have to clean our act and really come up with processes and products which are environmentally friendly and really reducing materials and so on. And that will open a whole new avenue of potential disruption in the whole construction value chain, no? So it's going to be, I'm completely sure that in 5-10 years down the road, we're going to start seeing very different ways of doing projects in a whole new different framework, no? And so on. I think that's the key, no? I mean, beyond the digitalization, we will see a real change in actually the way we actually assemble things, the way we actually build things, no? Which actually the whole digitalization technologies and so on will help us, as Ray mentioned, to take this moving forward, no? Well, thank you, Gonzalo. Last but not least, certainly for this introduction, Darren, would love to have your perspective on the same subject. Thank you. And thank you for having me. It's following Ray and Gonzalo is a tough act, and also it might sound a little bit like a broken record, but I'll try to repackage it. The exciting thing about how technology is impacting construction in a sort of a different light there is both the digitization and the industrialization of construction, meaning that the sort of digitization or the digital transformation, tech is allowing us to digitize information that previously existed in analog format or in the minds of the workers and managers that have built up tribal knowledge over the decades. But there were challenges of being able to relay that to the next generation of workforce. The joke is that we now have a generation coming into construction that doesn't know righty-tighty, lefty-loosey,
but they do know technology, and those with the tribal knowledge are aging out. Technology is allowing us to try to start putting together digital handbooks of sorts to help facilitate the knowledge transfer. But in the digital transformation process, step one is digitizing or doing the data collection. Step two is allowing people to collaborate and access the info that they need, when they need it, where they need it. Eventually, with enough data, you can then start analyzing, running analytics to be able to derive insights to help inform people how better to do the work, and then ultimately move into a sort of phase of automation and optimization. That with enough insights, you'll be able to move towards predictive analytics or informing people for the need of intervention. We've seen this in a number of other industries, and I love going back to the world of healthcare, that it used to be a little bit of witchcraft and burning sage in a room. Then you'd get to the point where you're actually doing diagnostic tests and you had test results. Then you went to electronic patient records. Then you were able to share that information across organizations or between physicians in an easier way. You go towards real-time monitoring, and ultimately the end goal is to work towards preventative health. Instead of reacting to problems, being able to intervene before you run into an issue, and eventually get to robots and drones doing autonomous surgery and the like. Well, thanks, Darren. I think I'm going to keep going with you for the next question, but now that we've laid the foundations of what happens with the general landscape of construction technology, I'd like to maybe ask you to focus on one type of company that you invest in, or that you want to invest in, and sort of why you would want to do that and how it fits into your larger vision. Because we don't have too much time, it would be nice if each one of you could focus on one type of company, not necessarily one, but one type of company. So Darren, go ahead. First, with venture capital, we want to avoid investing in only one type, but you know that well. So I will dodge the question a little bit and talk about the general themes or the type of profile we're looking for. We're early stage investors, and we're hoping that the investments we make will be successful enough that we will make enough money for our investors and partners to justify our existence as investors. So we're betting on the future of construction. We want to invest in early stage companies, sometimes pre-revenue or having work and proof of concepts, but ultimately they need to improve the productivity, the safety, or the carbon footprint of construction, because those will stand a test of time. And they're tied towards a return on the investment of whoever's paying for the solution. Construction is a high-risk, low-margin industry, and so if it doesn't help reduce the risk or the total cost of capital projects, it's going to be very tough to sell. So there's a wide variety, and in that journey of both the digitization and industrialization, that might be automating the process of capturing data. That might be moving towards real-time data collection to assess and check in on the health of the project or the asset that you built. It could be reality capture technology that's scanning the environment around you and analyzing and comparing that against the plan of what you're supposed to do, to give the project managers and the workers a sense of spatial awareness, both physical space and time progression of the project. So there's a lot of exciting opportunities, and we, as a traditional institutional venture capital firm, really try to make a family of portfolio companies that collaborate with each other. And so our investments focus on very specific problems, sort of those point solutions that are going to be their best in class. And we try to pull together the solutions that provide kind of a full suite of solutions for the builders of the future. Thanks, Darren. I think I'd like to round up the American perspective by asking you the same question, Ray, and maybe highlighting your investment thesis at the same time. So
our investment thesis, similar to Darren's, because we're also an institutional venture capitalist and we are early stage. We have a seed fund that often invests before people even have a bank account or a company formed. And so we're looking for teams of passionate people who have developed some kind of defensible technology that is taking advantage of this incredible infrastructure we have of information and communication technology right now. You know, people accuse the construction industry of being backward, but the reason we never adopted computers is you couldn't carry laptops around projects if you were a foreman. And so with smart mobile devices, Internet of Things, bandwidth everywhere through cellular networks, now 5G approaching even better than Wi-Fi bandwidth, a lot of point solutions are possible. We're seeing a sort of an arms race almost between the integrators that try to do everything, the Trimbles, the Autodesks, the other companies that are assembling complete solutions for construction, versus the individual point solutions that are best in class and often better than the ones that the integrators put together. And so like Darren, we're looking to get a family of point solutions that can be integrated. One of our portfolio companies creates a data pool out of all the point solution data and applies high-level analytics, the kind of predictive problem-avoiding rather than problem-solving solutions that Darren talked about. So we're very interested in that space, the data integration, high-level creation of private data pools for each company combined with public information that give them a really high-level visibility of what's happening both on the market side, where are their best opportunities for bidding, which are the major operational problems that they're facing across all of their projects, because any project-based industry is learning disabled because projects don't always share information with each other very well. It's in people's heads, as Darren said, it's tribal knowledge. And so these high-level solutions that blend data across projects and across solutions and then look for high-level insights are perhaps the most powerful things that we're looking for. But it's all about reducing the use of resources of all kinds in the industry, reducing resources in general and improve sustainability. But we also look at material science, like Govindo mentioned. We have a almost zero embedded carbon cement company we're investing in, and others. But again, the high-level theme is pulling point solution data together for high-level insights. Thank you very much, Ray. So that closes the American portion. I'm going to open it to you, Matthias, because we're a little lonely here. What type of companies do you invest in, and why? We invest basically in the whole value chain of real estate, from conception, construction, usage, monitoring, to urban planning as well, because we think there's a real need in that field. What we target is companies playing the aggregator role. The problem is that all along the value chain of real estate, corporates have contacts with several startups, solving several topics, and the problem is that they are not able to buy 20 products with 20 IDs, 20 passwords, 20 trainings for the teams. So we target companies playing the aggregator role, or able to play the aggregator role on the long term. This is the first point for us. And then we think that the trigger today for PropTech to raise, at least in Europe, with years of delay with the US, for example, the trigger is a combination, a momentum of pressure on the margins and the productivity of corporate players, but also social issues, social pressures, a social shift with millennials coming on the market and who want a better experience in real estate, in buying real estate, in consuming real estate. They are nomad, they like digital, and also environmental pressure. We need, mostly in construction, to build better, more efficiently, to find solutions, and digital new materials. Robotics is a solution, so this is what we target. There is very often a social component in the deals we do. Thank you. And for the last word of this short panel, Gonzalo,
I'd love to have your perspective, your European perspective, but also I think you are the only one who's truly transcontinental in terms of investment. So I'd love to hear your thoughts. Not only that, I'm probably also the only corporate venture here. No, my venture capital fund only has one shareholder, which is my parent company, Cemex, and certainly that calls for a lot of changes in the way we go about our investments. No, as mentioned just a couple minutes ago, building materials, it's really a tangential industry within the construction value chain. And by the time somebody requests from us a concrete truck, a lot of decisions have been taken that we don't have no capacity to actually influence, or very little. No, so if there's any point in this disruption of the construction value chain that will actually hammer more than anybody else will be us. We will be very subject to any disruption, any change. We were talking about, for example, industrialized construction, because that means that I will have to get rid of 2,000 concrete trucks, no? Because now many of those materials will be casted in a site and sent to a job site differently, no? So that is really what really concerns us, how we can actually ride this wave of disruption and in the process create new business opportunities for the company. No? In this sense, we understand that we need to work a lot in our sustainability credentials and the way we actually are perceived as the industry. So we need to put a lot of emphasis and analysis in analyzing how building materials will evolve, how we can extract the CO2 or even use CO2 to actually generate new materials, how we can actually improve our capacity to recirculate materials as well and reuse materials as much as possible and reduce the environmental impact that has. We're also quite interested in making sure that our customers improve their productivity. So a lot of our investments as well as are in certain digital capabilities for project management, for design and engineering as well, and also to give us opportunity to have a fighting chance to actually have a participation early on in the projects. But I think where we really are much more interested on seeing how this digitalization effort takes place is really in the supply chain of materials into the construction job sites, irregardless. No? Irregardless, industrial consumption takes off heavily. We will still have a lot of job sites with people waiting for materials all over the place. No? And that's certainly one of the biggest concerns every single contractor will express to you. No? I don't know where my materials are, and really the value chain and the supply chain of all that has to be completely fixed. No? And that's something we're really interested. And last but not least, as you mentioned, we are a company which is present in several places in the world, no? And many of those places are in dire need of affordable housing. So really affordable housing is something that is really caught our attention, no? And really we would like to come up with solutions which actually help people to build a decent, respectable, sustainable, and resistant house for as little as possible, no? And that's something that we would love to come up with solutions in the many places in which we work. No? Well, thank you very much. Thanks to all of you for joining us. I know this was short, but I think it gave our audience, both on the corporate side and on the startup side, a good idea of what you do. And hopefully that will kickstart some of the activities along the lines of early stage investment in France from all of you. So thanks again for joining us. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathias. Merci beaucoup Guillaume. Nous connaissions vos compétences d'expert, on découvre vos compétences d'animateur. Bravo, bravo et merci encore. Après les investisseurs, la parole est désormais aux startups. Avant de nous pencher sur un panel de jeunes pousses qui promettent de révolutionner à leur manière le monde de la construction, je vous propose d'écouter celles qui ont déjà surmonté les embûches, celles qui ont réalisé un petit bout de chemin, bref, celles qui sont parvenues à grandir. Je demande donc à 4 startups de me rejoindre. Il s'agit d'Agromergy, représenté par Mathieu Andreu, Batirim, dont nous parlera Marie-Dominique Bogo. Donc ils sont invités à nous rejoindre en passant par ici et en récupérant un micro au passage. Converge avec Raphaël Scheps, mais il se trouve à Londres et il doit être en direct avec nous.
et Dominov, évoqué par Joël Ménard, qui nous rejoint aussi. Alors, vous êtes seul. Vous deviez être 3 au moins sur scène. Il y a un trou noir dans cette salle qui a aspiré. Venez nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Installez-vous. Alors, nous avons identifié 3 thèmes, 3 moments clés de la vie d'une start-up sur lesquels nous souhaitions revenir avec vous. Je vous demande des réponses courtes, de l'ordre d'1 minute pour qu'on puisse tenir le timing. Cela nous permettra de comprendre votre parcours, d'où vous venez, où vous êtes et puis où vous allez. Alors, est-ce que la connexion avec Londres est bien établie ou pas? J'en déduis que non. Ah, peut-être que si. Je peux vous voir et je vous entends, mais je ne sais pas si Ah, très bien, nous vous entendons et nous vous voyons. Eh bien, je vous laisse la parole. Pour commencer, première question très rapidement. À l'origine, votre promesse, qu'est-ce que vous promettez au marché? Yes, alors nous, Converge digitalise la réalité physique sur le chantier à l'aide de capteurs connectés et d'intelligence artificielle. Donc en fait, nous installons des capteurs sur des matériaux, sur des outils, sur le chantier lui-même, et nous utilisons des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser l'efficacité des opérations de chantier et au travers de toutes sortes de capteurs différents. Très bien, réponse courte, c'est parfait. Je passe la parole à Mathieu Andreu. Votre promesse, à vous. Alors, donc moi je suis le directeur commercial d'Agronergie, Mathieu Andrieux, et notre métier, on est fournisseur de chaleur renouvelable. Bien que l'idée de base ait un peu évolué, notre offre s'est vite orientée vers la vente de chaleur comme un service. Et depuis, on intervient depuis la conception, le financement de projet, l'installation, jusqu'à l'exploitation. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est réellement de pouvoir accompagner la transition vers les énergies renouvelables tout en maîtrisant les coûts pour l'usager final. Voilà. Très bien, merci. Marie-Dominique Bogo, vous allez nous parler de Batirim. La promesse de Batirim, quelle est-elle? Alors, c'est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, ça peut être aussi des constructeurs, sur toutes les étapes d'un projet immobilier, d'un chantier, pour préserver la ressource et de proposer des solutions digitales pour accompagner ces projets. Donc notre objectif, c'est de passer d'un chantier classique tel qu'il est aujourd'hui, de démolition, vers une déconstruction sélective et solidaire pour construire sociétal, et c'est pour relier la déconstruction vers la construction pour sauver le maximum de matériaux sur un chantier. Très bien, donc économie circulaire. Et Dominov, maintenant, donc c'est Joël Ménard qui est là pour en parler avec nous. Quelle est la promesse de votre entreprise? Oui, donc notre entreprise fabrique en fait des éléments de construction bois. On va fabriquer des éléments de structure et d'isolation vraiment destinés à travailler différemment sur les chantiers avec des éléments préfabriqués, donc comme je disais, mais aussi industrialisés. On a un format très spécifique qui va s'approcher beaucoup plus d'une inspiration meuble, sachant que le meuble, lui, a déjà fait cette transition vers l'industrialisation depuis longtemps. Aujourd'hui, une ligne de meubles, ça ressemble à une ligne automobile. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers cette industrialisation très poussée. Très bien, donc on a quatre entreprises qui ont des profils très différents, des activités très différentes. C'est intéressant de voir que votre proposition est très diverse, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce secteur. Alors, la question suivante que je vais vous poser, c'est racontez-nous le jour où tout a basculé. En gros, à quel moment vous vous êtes dit que votre pari initial de start-up passait au niveau supérieur? Je vous laisse la parole peut-être, Joël, à vous. Oui, alors ce jour, je pense qu'on arrive à le déterminer assez précisément. Globalement, nous, tout ce qu'on fait est régi par une partie normative qui est très poussée en fait et indispensable. Donc en fait, la bascule s'est faite vraiment le jour où on a eu notre
premier avis technique avec le CSTB, qui nous a vraiment permis de jouer dans la cour des grands. L'avis technique du CSTB, c'était un sésame pour vous? Voilà, c'était vraiment le sésame, et à partir du moment où on avait ce sésame, globalement, toute question liée à notre produit, c'est est-ce que ça tient debout, est-ce que c'est durable? J'ai un avis technique, globalement, c'était parti. Et en 10 secondes, c'était compliqué d'obtenir cet avis technique? Pardon? Ça a été compliqué d'obtenir cet avis technique? Oui, c'est à peu près 2 ans de boulot et un coût de 100 000 €, donc c'est vrai que pour une start-up, c'est un peu lourd, mais c'est passage obligé, donc on l'a fait. Très bien. Mathieu, le jour où tout a basculé pour vous, c'était quoi? Alors nous, le jour où tout a basculé, c'est quand on a vu que le produit, en tout cas le service qu'on proposait, avait une réponse positive du marché, et on l'a eu avec Eiffage Aménagement pour un projet qui est en train d'être mis en service, où on va chauffer 1000 logements à Clamart. Il y a 100 000 m², un nouveau quartier. C'est un contrat qu'on a signé il y a 4 ans et qui a permis nous dire on est sur la bonne voie. Là, vous changez de dimension avec un tel contrat. Exactement. Alors ça reste à date le plus gros contrat qu'on ait. Mais surtout, ça a été un vrai facteur de réassurance pour tous nos prospects et les futurs clients qu'on a. Et on remercie encore Eiffage d'avoir fait le pari de démarrer avec nous. Et cette référence nous permet du coup de changer d'échelle, de passer de petits ensembles à chauffer à l'échelle du quartier et de la ville. Marie-Dominique, je vous donne la parole. Alors nous, ça a été plutôt en 3 étapes. Les 3 jours où tout a basculé. Voilà. Le premier, on a été lancé dans le grand bain tout de suite, parce que Bouygues nous a, avec Link City, nous a proposé un premier chantier où il fallait faire un audit de 70 000 m² de bâti. Et donc, on a été tout de suite balancé dans le grand bain. Donc, on a mis au point l'outil sur le site avec un POC, et on a pu auditer très rapidement grâce à l'outil qu'on a mis au point avec Resolvigne, donc puisqu'on a 2 actionnaires, Suez et Resolvigne, Resolvigne étant un accélérateur digital dans le domaine de la construction. Et on a mis au point l'outil à ce moment-là. Ensuite, la deuxième étape, ça a été quand on a fait le G7, parce qu'on a accompagné le G7 avec 15 000 m² de bâti éphémère. Et là, il a fallu qu'en 3 jours, on trouve les solutions. Le G7, c'était où le G7? Le G7, c'était à Biarritz, avec voilà, les chefs d'État. Donc, c'était 15 000 m². Et là, on a utilisé l'outil dans une situation où tout changeait en permanence. Donc, il y a même des bâtis qui ont été faits à la dernière minute. Donc, ça nous a éprouvé, on a éprouvé notre solution. Et c'est surtout qu'on démontait en 3 jours. Donc, il fallait trouver des solutions de réemploi en 3 jours. Donc, et on a réussi à 94% à réemployer, et dont une grande partie en local. Okay. Et puis la troisième, c'est quand on a créé la société, où là, on a eu les premiers marchés qui sont vraiment très importants. Et c'est début 2020, là, on est vraiment passé à des projets où on va travailler sur du 3 ans avec les clients. 3 années pour faire des écoquartiers, pour organiser toutes des opérations de très grande envergure. Donc on est sur un chantier, par exemple, en ce moment, qui va devenir la piscine olympique. On est sur la déconstruction de 30 bâtis, et on accompagne Cardem pendant toute la déconstruction, et pour réemployer et réutiliser et recycler tous les matériaux. Ok, et je passe la parole à Raphaël. Quel souvenir vous avez du jour où tout a basculé? Oui, alors je pense que de notre côté, c'est aussi en plusieurs phases. On a commencé et fondé l'entreprise quand on ne connaissait pas du tout le domaine du BTP. Je suis physicien à la base et mon cofondateur est astrophysicien. Donc on s'y connaissait beaucoup dans le domaine des capteurs et de l'intelligence artificielle. Je pense que le premier moment où ça a vraiment basculé, c'était le premier client. Nous avons en fait construit un produit qui permet à l'optimisation de la cure du béton sur le chantier, qui permet de construire jusqu'à 30% plus rapidement. Et le tout premier client était une entreprise générale de construction qui s'appelle Langer Oak en Angleterre, qui a utilisé le produit sur l'un de leurs plus gros chantiers, et ce qui a vraiment validé
l'idée que des capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour optimiser la construction. De là, je pense que le deuxième moment, c'est quand on a ensuite commercialisé le produit. On a eu un peu de presse en Angleterre et on a fini par avoir 5 ou 6 projets à la fois avec Langerock et Bouygues à Hinkley, la centrale nucléaire en Angleterre, avec le groupe Vinci et le groupe BAM à Victoria à Londres, et aussi un projet en Angleterre qui s'appelle Crossrail, qui est plus ou moins équivalent au Grand Métro de Paris, mais à Londres. Et donc ça, c'était vraiment la validation que le produit, du point de vue optimisation du bétonnage, était vraiment prêt. Et ensuite, le dernier moment, c'était vraiment, cette année, on vient de lever plus de 5 millions de pounds pour ensuite développer les prochains capteurs, donc des capteurs pour l'optimisation du préfabriqué ou des capteurs pour l'optimisation de grues sur le chantier, qui ensuite confirment vraiment que la vision est demandée dans le marché. Bon, je remarque quand même que dans les jours où ça bascule, il y a souvent une major du BTP dans les parages. Marie-Dominique, troisième question pour la suite. Quels sont aujourd'hui vos projets pour grandir encore ? Alors pour grandir encore, bon là maintenant on a mis au point tout ce qui était pour le diagnostic digitalisé dans le cadre de la loi AGEC, qui sera le diagnostic produits, matériaux, déchets, et qui sera pour l'année 2021. Et donc on commence à faire venir des acteurs extérieurs sur l'appli. Donc ça, c'est la première étape pour l'avenir. Et puis la deuxième qu'on est en train de préparer, c'est la déconstruction sélective, et c'est d'apporter l'outil digital, comme il existe l'outil digital de la construction, et bien d'avoir l'outil digital de la déconstruction, c'est-à-dire d'avoir, maintenant qu'on a un diagnostic qui permet de quantifier, qualifier, localiser les produits, et bien c'est de s'en servir pour que le déconstructeur puisse suivre entièrement sa déconstruction. Très bien. Mathieu, vos projets pour les mois et les années qui viennent ? Alors, nos projets en ligne avec la stratégie qu'on souhaite appliquer, c'est sur la diversification métier, on a signé un premier contrat pour chauffer à la géothermie un quartier de 50 000 m² avec ce même mode de financement, construction, exploitation. On devrait gagner on pourra l'officialiser dans la semaine, notre première délégation de service public pour une petite ville qui fait partie de la deuxième ligne business qu'on souhaite développer. Et la troisième, continuer sur les écoquartiers. On vient de signer un bel écoquartier avec Nexity pour 400 logements en Ile-de-France la semaine dernière. Donc voilà, on continue sur cette thématique. Joël, pour Dominov ? Alors nous, aujourd'hui, en tant qu'industriel, on a un gros enjeu qui est l'outil industriel lui-même. L'outil industriel, ouais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a un outil, on va dire, semi-artisanal, prototypal, en fait, qui a fait ses preuves et puis surtout qui commence à arriver à saturation. Donc nous, l'enjeu, c'est demain, cette fameuse ligne automobile dont je parlais tout à l'heure, c'est de commencer à travailler dessus, à arriver à avoir un système le plus automatisé possible, avec une digitalisation complète qui va partir, bien sûr, de la maquette numérique, du BIM, et qui va permettre après de transmettre les infos à la fois sur la production, même derrière sur la mise en œuvre chantier, d'avoir vraiment toute une partie digitale associée à l'automatisation qui fera qu'on aura des produits préfabriqués meilleurs, de meilleure qualité, plus faciles à mettre en œuvre par les compagnons, et avec un gain de coût évident en travaillant comme ça. Merci. Et le mot de la fin, du coup, pour Raphaël. Quel projet pour Converge aujourd'hui ? Oui, alors de notre côté, c'est vraiment, ça se passe sur 3 axes. Premièrement, c'est la globalisation du premier produit, donc ce qu'on appelle Concrete DNA, le capteur d'optimisation de la cure du béton. Aujourd'hui, on est actif en Angleterre, en France et à Hong Kong et Singapour. On espère très bientôt être actif dans le reste de l'Europe et aussi en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc ça permettra vraiment à l'entreprise de grandir. Deuxième axe, c'est le développement de ces 3 nouveaux produits que nous appelons GeoDNA, Offsite DNA et Crane DNA. Le premier permet au monitoring structurel au travers des capteurs connectés, le deuxième de monitoring de préfabriqué et le troisième de la grue. Et finalement, au très long terme, l'idée est vraiment de produire un jumeau numérique en temps réel du chantier de manière globale
pour pouvoir créer des perspectives sur l'optimisation et le développement durable sur le chantier au travers des données. Et donc ça, ce sera bien plus long terme, une fois qu'on aura accumulé assez d'informations et de data au travers de ces 3 nouveaux produits. Merci Raphaël, merci à tous les 4 de nous avoir partagé les histoires de start-up, des belles histoires d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez discuter, évidemment, vous aurez tout le temps les uns et les autres de discuter à la fin de cette séquence. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Passons désormais au dernier chapitre de cette MeetTech, à savoir la grande battle des startups. Et Julie Nicolas, chef du service technique à la rédaction du Moniteur et spécialiste des startups, me rejoint. Bonjour. Bonjour Julie. Alors c'est un comité ad hoc, composé de journalistes de la rédaction, justement, que 6 startups ont été sélectionnées. Elles proviennent d'horizons très divers, vous allez le voir, et évoluent dans des domaines variés, allant de la robotique au BIM, du numérique aux matériaux de façade. Alors, les startups que nous avons présélectionnées sont ActiveSkin, qui fait des revêtements extérieurs photovoltaïques, Build2Be, qui fait des plateformes freelance pour la construction, Modulus Limited, qui fait des plateformes de conception, d'assemblage et de logistique, Rebartech, qui est spécialisé dans la fabrication d'armatures robotisées, Viscam, qui est une petite société qui fait du calcul d'empreinte carbone d'un projet lors de sa conception, et Westbeam, qui transforme des plans 2D en maquettes numériques. Et je vous remercie de vous rapprocher par ici et de vous préparer à prendre un micro. Exactement. Pour les départager, donc, on a nécessairement réuni un jury d'experts qui est mobilisé. Il est composé de personnalités dont certains visages ne vous seront pas inconnus. Donc il y a Mathias Flatin, qu'on a entendu tout à l'heure d'Axeléo dans la séquence des investisseurs, Guillaume Bazoin qui nous rejoint à nouveau, et il y a aussi Émilie Garcia de la BPI qui nous rejoint sur scène. N'hésitez pas à prendre un micro en passant. Il y a Thomas Leduron d'Impulse Partner évidemment, et puis Julie qui est avec nous sur scène. Alors, nous allons nous prononcer sur différents critères. Venez les membres du jury, installez-vous en fond de scène. Là. Il y a des petits coussins très confortables qui vous attendent. Voilà, ils se mettent en place, ils ont une fiche pour noter chaque projet. Attention. On va vous demander d'être très concentré parce qu'il faudra être rapide pour décider ensuite. Donc, pendant que vous prenez place, je vais rappeler les critères de sélection. Donc nous allons évaluer les projets en fonction de la pertinence de l'évaluation proposée, de sa solidité et des perspectives de croissance. Chaque jury mettra une note sur 20. Vous aussi, cher public, vous avez la possibilité de voter avec l'appli Swapcard. Vous pouvez déjà toujours la télécharger et voter. Alors, comment ça va se passer, Julie, pour la suite? Concrètement, chaque start-up va prendre la parole. Voilà, chaque start-up va pitcher pendant 3 minutes, top chrono. Nous allons commencer tout de suite, si ActiveSkin est prêt, et ensuite on aura 5 minutes pour les départager. Alors, ActiveSkin nous rejoint. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre au pupitre. Voilà. Désolé, c'est les débauche de micro, évidemment, puisque chacun doit avoir le sien et ne pas le prêter au voisin. Si vous voulez, prenez le pupitre. Installez-vous. Ah, vous avez... Je suis équipée. Ah, très bien, super. Donc je reste là? En plein milieu, comme ça, c'est très bien. Ok. En pleine lumière. Ok, parfait. Vous avez 3 minutes, le décompte est ici, nous vous écoutons avec attention. Ok, merci beaucoup, bonjour à tous. Si je vous dis photovoltaïque, si ça veut bien venir, oui. Quelles images vous viennent instantanément à l'esprit? Prenons quelques secondes. Peut-être, visualisez-vous, une ferme solaire, comme on en voit le long des routes, en voiture ou en train. Ou plus simplement, imaginez-vous une petite installation en toiture d'une maison individuelle. Eh bien nous, chez ActiveSkin, le photovoltaïque, nous le voyons comme ceci. Si ça veut bien apparaître. Tous les éléments bruns que vous voyez sur cette façade sont des modules photovoltaïques. Et sur cette autre référence, non, ce n'est pas du bois qui a été installé en façade, mais bien des modules photovoltaïques imitant des lames de bois. Alors oui, à première vue, sur ces façades opaques, on ne se doute pas que c'est du photovoltaïque, et c'était clairement intentionnel sur ces projets. Alors que sur ces deux autres références,
où l'on remarque beaucoup plus facilement les cellules intégrées dans les vitrages, les architectes voulaient rendre visible le photovoltaïque et justement s'en servir comme d'une véritable signature esthétique. Alors, vous l'aurez donc certainement compris, grâce à ces très belles photos, que chez ActiveSkin, nous concevons et construisons des façades actives. Et nous pouvons le faire grâce à notre propre bureau d'études interne, mais aussi et surtout grâce à notre propre outil de production, ce qui nous permet sur chaque projet de toujours proposer la meilleure solution alliant esthétique, performance et fiabilité. Et pourtant, ActiveSkin est né d'un constat simple. Nous construisons aujourd'hui les bâtiments que nous occuperons encore dans 50 ans. Alors il serait dommage de laisser leur façade inactive comme on le fait depuis plus de 4000 ans, alors qu'elle représente pourtant un gisement énergétique substantiel. Prenons par exemple le quartier de la Défense. Si on équipait l'ensemble des façades avec nos solutions photovoltaïques, l'électricité produite localement permettrait de couvrir jusqu'à 25% des besoins énergétiques du quartier, ce qui est très loin d'être négligeable. Mais au-delà de ces potentialités, nos solutions photovoltaïques et esthétiques répondent aux défis énergétiques et environnementaux actuels et à venir, puisque jusqu'à 100% du besoin électrique pourrait être couvert grâce à nos façades actives et faciliter ainsi l'émergence des bâtiments autonomes en énergie, mais aussi en remplaçant les matériaux traditionnels de l'enveloppe par j'ai une petite erreur de slide. En remplaçant les matériaux traditionnels de l'enveloppe par l'équivalent photovoltaïque, nous réduisons aussi l'empreinte carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, notamment en évitant des émissions CO2 durant la phase d'exploitation. Elle demande 0 emprise au sol, ce qui permet de libérer de l'espace pour accueillir et développer la biodiversité. Je parie donc que désormais vous ne verrez plus jamais les façades, surtout celles inactives, de la même manière, et que vous vous souviendrez qu'elles auraient pu produire jusqu'à 100% de votre besoin. Je vous remercie. Merci. Beaucoup. Je vais demander à Bill2B de venir nous rejoindre. Installez-vous. On n'a pas le droit de partager les micros. C'est comme vous. Bonjour à tous. Alors. Voilà. Parfait. Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Karim et je suis cofondateur de Build2B. Build2B, c'est de la plateforme qui met en relation les entreprises de la construction avec des freelances fiables en quelques clics. Alors on est parti d'un constat dont on est tous conscients aujourd'hui, tout simplement de par notre présence, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins dans le monde de la construction. Il y a 40% des entreprises qui affirment vouloir croître, mais qui ne peuvent pas le faire par manque de compétences. Les entreprises passent environ 1 heure par jour à chercher des compétences. C'est un gâchis énorme, ça représente presque un jour par semaine. Et enfin, les solutions qui sont proposées actuellement pour trouver des compétences présentent très peu de fiabilité. Alors, la réponse qui revient le plus souvent, c'est que lorsque j'ai besoin d'une compétence, je vais appeler des collègues, appeler des collaborateurs pour avoir quelqu'un de fiable. De l'autre côté, on a un marché gigantesque. On a environ 360 000 freelances en France qui génèrent 50 milliards d'euros. C'est un marché qui existe déjà, mais qui n'est pas structuré. Ce sont des personnes qui n'ont aucune garantie de paiement et qui n'ont pas la capacité de gérer les problèmes de paiement. Ce sont des personnes qui, pour 20% d'entre elles, travaillent pour un seul client. Trouver des missions pour un freelance, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc c'est un très haut risque de diversification. Et enfin, ce sont des personnes pour lesquelles les assurances professionnelles ne sont pas adaptées, dans le monde de la construction en tous les cas. Alors, pour éviter cette histoire de j'appelle un collaborateur, j'appelle un ancien collègue pour trouver des freelances, Build2B, on propose une plateforme digitale dédiée aux professionnels de la construction qui permet aux entreprises de répondre à leurs besoins avec précision, rapidité et fiabilité. Fiabilité que ce soit en termes de gestion administrative ou en termes tout simplement de recommandations et de compétences. Pour le marché des freelances, on propose toujours cette solution digitale qui est tout simplement une plateforme Internet qui leur donne de la visibilité gratuitement. On oublie les inscriptions, les abonnements qui ont été proposés par certaines plateformes B2C jusqu'à maintenant.
qui leur propose une garantie de paiement et enfin des assurances professionnelles dédiées, développées spécialement pour les freelances. Pour arriver à cet objectif, on a intégré Léonard l'année dernière, qui nous a largement accompagnés et qui va nous permettre de mettre en production notre 3e version cette année. On va ensuite pouvoir développer des contrats automatiques générés sur mesure, la gestion d'équipes de freelance, des API qui permettent par exemple d'ouvrir des maquettes en ligne et de travailler collaborativement grâce à des logiciels déjà existants, et enfin, à plus long terme, le développement d'assurances professionnelles dédiées. Notre objectif, c'est d'atteindre les 8 millions de revenus d'ici à 2024, ce qui représente à peu près 50 millions de volume d'affaires passés par la plateforme. Et pour ce faire, nous avons besoin de lever d'ici la fin de l'année 500 000 €. C'est une levée qui est en cours. Et nous aurons besoin de lever un 2e round, fin 2021, début 2022. Voilà, merci encore pour votre attention. Merci beaucoup, Karim. Merci. On va demander à Modulus Limited de venir nous rejoindre. Alors, je pense qu'ils sont à distance, il me semble. Donc, on a la vidéo de Modulus Limited dans ce cas-là. Parfait. Can you see that? Okay. My name is Marcus Kosman. I'm a co-founder of Modulus. My partners and I have been working in the construction industry, designing buildings for 20 years and more. And we got increasingly frustrated with how old-fashioned and slow the building industry actually works. Designing and constructing a building takes years. That, in combination with a rapid growing global population, is reflected in the housing crisis that the world experiences today. And currently, we don't have the industry to deliver anywhere near the required amount of houses that we need. Other well-respected organizations came to the same conclusion, and hence we set ourselves a quite ambitious goal, which is to revolutionize the building industry and to enable the high-speed delivery of quality, sustainable, and affordable homes at scale and pace, and that at a global level. Our approach was to build a fast-track platform to digitize the entire design and construction process to enhance the build quality and reduce the time required to design and build. First, we developed a kit of parts, a high-performing, robust, easy-to-install kit of parts that you can build modules with off-site. And then to speed up the design process, we use a generative design software in combination with our kit of parts. And into that software, you can then feed in the plot information, the client brief. You can choose what kind of accommodation you want to build, how high it should be, what the bed room mix is, for example. And then the software will generate hundreds of different iterations of a building arrangement on that site, and would filter the efficiency of those buildings based on return on investment and efficiency. And then you can choose options, run engineering calculations, like here, sunlight modeling, for example, to see if the performance of the building works for you. The software then produces a 3D BIM model that you can still play around with. You can choose facade types, you can modify the layouts that the software has generated. And then, because we know every component of this building and of the kit of parts, we know exactly what this building will cost. This whole process takes minutes and not months, and helps us to reduce the design time significantly. We then use the platform to identify our integrated supply chain partners that are local to the project, so the ways are short. And these deliver the components of the kit of parts to site. There, somebody will assemble it. There's also somebody in our supply chain, and we have a supply chain, an installer and supply chain who then will take the modules and install them. 9 modules can be assembled off-site and installed on-site by 1 team per day, and that means that a multi-story block of flats can be built in days or a few weeks, depending on the size of the building. Even with considering the site preparations works that you need before installation, and also with some fit-out works or facade clipping that you need after the modules are on site, we can still reduce the construction program by more than 50%. And with that approach, which is asset-light in terms of investment, is scalable globally, which requires limited resources and supports the local building industries, we deliver buildings like those at scale and pace here, which hopefully will change the building industry for better.
Thank you very much. Thank you very much. Marcus. Je vais demander à la société Rebartech de venir nous rejoindre. Je pense qu'elle est aussi en visio. Formidable. Voilà, Max de Rebartech. 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Max. Je ne parle pas français. C'est pourquoi je parlais en anglais. Pas de souci. Nous vous écoutons. Rebartech is a robotic construction startup from Norway. Construction industry has been stagnating for the last 20 years, while manufacturing industry has almost doubled their productivity in the same time frame. Manufacturing looks like this. It's automatic, it's robotic, and it's mass production of the same product over and over again. Construction looks like this. It's hard, dangerous, manual labor, and every single project is a one-off. So this guy here, he's working with rebar, that is in French, I think, le bar d'acier, and in English it stands for concrete steel reinforcement bars. It's literally everywhere, every house, building, bridge, road, tunnel, you name it, it says rebar in it. It's a surprisingly big industry, it's 160 billion euros globally, and a huge construction project uses up to 30 million euros just on rebar. So our solution is two parts for this problem. One part of it is our automated factory, mobile factory that we bring onto the construction site, and instead of installing one bar by hand, each bar, we assemble them with our robot and we weld them together, and by this we get a prefabricated cage. This solution saves a lot of labor and material. A fully utilized factory saves up to 2 million euros for our customers. The other part of our solution, to enable this robotic prefabrication, you need a design that works for it. So we have an automated design software that is based on our catalog of rebar cages we can build. The customer can adjust the cage to their project. And this software is smart enough to already save 20% of the material and directly give the instructions to the robot. So the way this scales is that we build a network of decentralized mobile factories. And then we give the software to our customers that they can themselves adjust the cages to their project. And we operate it remotely from our mission control room. We have our prototype factory working here in Norway in our workshop, and it's making real rebar cages for real projects. So far, we have delivered 13 projects to local customers here in Norway. And what we see in the best case, it saves up to 90% of labor and time on the construction site. What we see as a very interesting use case, and especially also in Paris, is for the production of tunnel elements. We have something going on there, and that's hopefully something that will bring us to Paris in the near future. I would like to finish here with that and relieve the question, what can we build for you? Please get in touch with us. Thank you. Merci. Thank you, Max. Thank you. Aurore Labette, s'il vous plaît, de Viscam. Installez-vous. Alors, Aurore. Ah, la petite télécommande. Vous avez donc 3 minutes. Ok, très bien. Eh bien, on y est. Bonsoir à tous, je m'appelle Aurore et je vais vous présenter Viscab. Alors, le 7 octobre, le Parlement européen l'a annoncé, sa nouvelle ambition, c'est de baisser de 60% les émissions de carbone d'ici à 2030. Alors, j'imagine que vous le savez peut-être, mais le bâtiment, c'est un poids lourd, puisqu'on représente plus de 40% de ses émissions. Et si on veut que ça change, eh bien, on a toutes et tous quelque chose à faire là-dedans et rapidement. Je suis désolée. On peut revenir en arrière, voilà, ok. La bonne nouvelle, c'est que la France, elle est en avance. C'est la première à imposer le calcul sur tous les bâtiments neufs dès 2021 avec la RE 2020. Donc ce que ça représente, c'est que du jour au lendemain, on va avoir un marché du calcul carbone qui va passer de 0 à 800 millions d'euros. C'est tout un secteur qui va devoir apprendre, s'équiper et capitaliser sur la performance carbone de ces bâtiments.
C'est 10 000 personnes à équiper, à former. Parce que ceux qui sauront compter vite et bien, c'est eux les visionnaires de demain. Nous, chez Viscab, on entend se positionner comme le leader du calcul et du pilotage de la performance carbone des bâtiments. D'abord en France et puis ensuite en Europe. C'est notre ambition, mais c'est aussi celle de nos investisseurs, EIO PropTech et la Caisse des dépôts, auprès de qui on a fait notre première levée là au mois de juin. En fait, notre vision, c'est de mettre le meilleur des sciences de la donnée et du digital au service de la transition énergétique, la transition carbone des bâtiments. Concrètement, ça veut dire que on va rendre utiles et accessibles les analyses de cycle de vie pour tout type d'acteurs, que ce soit des décideurs ou des ingénieries, pour tout type de projet, et ce, dès la phase amont. Parce que savoir intervenir dès l'amont, c'est ça en fait la clé. En fait, aujourd'hui, on a souvent... En fait, tout le monde est d'accord pour construire décarboné. Mais nos clients, quand ils viennent nous voir, les premières questions qu'ils nous posent, c'est par où je commence et combien ça va me coûter? Et bien nous, chez Viscab, on sait répondre à cette question. On est 20 profils, tech, data, business, mais aussi évidemment bâtiment. Aujourd'hui, on a déjà 800 utilisateurs. Et c'est déjà plus de 20 000 tonnes de carbone économisées en moins de 2 ans. C'est l'équivalent de 20 000 allers-retours Paris-New York. Donc à 9 mois de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, eh bien, en fait... Je vais devoir vous couper. Je vous laisse 5 secondes. J'ai fini, oui. Je vous engage à venir sur viscab.io, vous inscrire, c'est gratuit. Et ça prend 2 minutes pour s'inscrire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aurore. Merci beaucoup. On enchaîne avec le dernier participant. Alors, le dernier participant, c'est WiseBeam, qui nous rejoint tout de suite. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Tristan Garcia, je suis le président de WiseBeam. WiseBeam, certains d'entre vous, j'espère la plupart, en ont peut-être déjà entendu parler. Alors, si je peux avoir les slides. Aujourd'hui, notre métier principal, c'est de générer de manière automatique des maquettes numériques BIM à partir de plans architecturaux de bâtiments. Et bien, ce principe-là, on l'a appliqué à une nouvelle solution qu'on vient de sortir, qui s'appelle Grid2BIM, qui est un logiciel, cette fois, qui met en ligne, un logiciel en ligne qui permet de convertir les déclarations de travaux et les déclarations d'intention de commencement de travaux en modèle 3D. Et donc, cette conversion est automatique, en particulier grâce à de l'intelligence artificielle. On va prendre les plans des réseaux qui sont dans ces DT, DICT, et on va créer des maquettes 3D. Donc aujourd'hui, Grid2BIM, c'est un outil qui est en ligne, qui est intuitif, qui ne nécessite pas de formation spécifique, et en plus qu'on peut utiliser depuis forcément n'importe quel navigateur web. L'intérêt, c'est vraiment de convertir tous les plans réseau en 3D en quelques minutes, et avec n'importe quel format. Donc ça peut être du DXF, du shapefile ou de l'IFC. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, ça permet d'avoir une plateforme collaborative qui regroupe l'ensemble de ces DICT et de ces modèles 3D. Donc avec Grid2BIM, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intégrer toutes ces données réseau à des maquettes projets. On peut coupler la maquette DXF à une canne GPS lorsqu'on fait les repérages des réseaux sur le terrain. Et puis, on peut aussi coupler cette maquette à des logiciels de visualisation 3D, en particulier sur le chantier. Et encore autre chose, on peut même importer cette maquette en shapefile directement dans un système d'information géographique tel que QGIS ou ArcGIS ou d'autres. Donc vous l'aurez compris, ça a beaucoup d'intérêt. Et l'intérêt, c'est évidemment, vous savez, qu'il y a 4,5, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, qu'il y a 4,5 millions de kilomètres de réseaux aériens ou enterrés. Sur ces 4,5 millions kilomètres, il y a 100 000 incidents par an.
Donc l'intérêt de Grid2Beam, ça va être évidemment de mieux concevoir, de mieux sécuriser, de mieux guider et surtout de mieux visualiser. Aujourd'hui, en 2019, enfin l'année dernière du coup, il y a eu 4 millions de DT-DICT qui ont été effectués, dont 20% qui ont été modélisés en 3D. Et bien avec Grid2Beam, on va être capable d'économiser 1 million d'heures par an de modélisation, ou alors on va même être capable de modéliser de plus en plus de DT et DICT. Notre premier partenaire est évidemment, j'ai envie de dire, Colas, que je remercie parce que c'est vraiment important pour nous cette collaboration, et en particulier Bernard Sala et toute l'équipe de BIM Baïko. Merci à vous. Merci beaucoup Tristan. Merci Tristan. Merci aux 6 candidats. Je rappelle le nom des startups: ActiveSkin, Build2Be, Modulus Limited, Rebartech, Viscab et donc WiseBeam. Désormais, le jury va se concerter pour choisir. Pendant ce temps, je vous invite donc à voter, vous, public, en direct avec l'application Swapcard. Je vous rappelle, Swapcard, l'application vous permet de voter pour votre startup préférée. Vous vous rendez dans la session titrée MidTech au cœur de l'innovation, vote en direct, et vous répondez au sondage dans l'encadré de droite. On se donne 2 minutes. Merci. It's your heart, it's alive, it's power.
Alors... Le jury a délibéré. Mais si la musique s'arrête, ça veut dire que le public aussi a délibéré. Alors, est-ce que l'on peut découvrir le résultat du vote du public, que j'ignore complètement pour l'instant? Alors, pour qui avez-vous voté? Wisebeam. Le lauréat, c'est Wisebeam. Alors, bravo Wisebeam. Venez, venez. Prix du public. Félicitations. Voilà, je fais ce qu'il ne faut pas faire, je vous le donne de main en main. Félicitations. Vous avez conquis le public présent ici, et d'ailleurs en direct aussi. Merci beaucoup, cher public. J'espère, je suis ravi évidemment. Et puis effectivement, ça montre aussi que c'est important aussi pour les startups d'avoir des partenariats forts avec un certain nombre d'acteurs pour pouvoir ensuite s'élever. Très bien. Puis sachez évidemment que la rédaction du Moniteur vous suivra aussi pendant les mois qui viennent. C'est tout l'intérêt de ce concours, de pouvoir vous suivre et vous mettre un peu sous les feux de la rampe. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Bravo. Le jury a voté également. Il y a un dauphin et un lauréat. Donc le dauphin, c'est Viscab. Bravo à vous. Et le lauréat, c'est Ribartech. Mathias, vous voulez... je vous invite à aller expliquer un petit peu ce qui a conquis le jury avec ce projet. Pourquoi Ribartech a-t-il remporté les suffrages du jury? Oui, merci. Pourquoi Ribartech? Alors vous avez vu qu'on a débattu très activement et âprement. L'enjeu de Ribartech touche à la fois au manque de main-d'œuvre dans le domaine, à la pénibilité du travail et aussi à tous ces enjeux de robotisation. Donc c'est une technologie très lourde que je connais pour avoir assez bien regardé le dossier personnellement. Donc c'était aussi l'un de mes chouchous. Donc on est ravis de donner ce prix à Ribartech. Bravo, merci Mathias pour ces explications. Merci aux membres du jury. Bravo. Merci à toutes les startups candidates qui se sont fait connaître aussi aujourd'hui et qui vous auront certainement donné quelques idées pour la suite. Nous arrivons donc au terme de cette belle journée. Mais avant de nous séparer, j'aimerais donner la parole à notre hôte aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Georges Siffredi, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Bonjour Monsieur Siffredi, je vous invite à prendre position au pupitre. Merci beaucoup. Un petit mot tout d'abord, si je puis me permettre, sur ce lieu magnifique qui nous accueille aujourd'hui, la scène musicale. La scène musicale, oui. Qui fait, j'imagine, la fierté du département. Qui fait la fierté effectivement de notre département, mais j'espère aussi de l'ensemble de nos concitoyens et de vous-même qui avez aujourd'hui pu utiliser ce lieu. D'autant plus qu'il a été bâti sur une friche industrielle. Donc c'était un peu aussi, et ça illustre le thème de vos travaux aujourd'hui, qui était d'imaginer la ville de demain, mais la ville durable et innovante. Je crois que cette scène musicale, dans son ensemble, en est un bel exemple. Tout à fait. C'est un bâtiment d'exception qui illustre bien le savoir-faire des entreprises, des architectes, des ingénieurs français. Vous avez devant vous un peu le gratin du secteur, on va dire. Peut-être un petit message ou un grand message que vous souhaitez lui adresser justement en tant que président du conseil départemental. On sait, pour la construction, la relance doit être territoriale et en cela, vous avez, j'imagine, un rôle à jouer. Nous avons effectivement, le département, un rôle à jouer, mais pas tout seul. En étroite collaboration d'abord avec nos communes, puisque c'est elles qui engagent beaucoup aussi de travaux d'aménagement et de quartiers à restructurer importants, mais avec l'ensemble aussi des professionnels, que ce soit les architectes, vous l'avez évoqué, pour trouver aussi de nouvelles façons de construire ou différemment un peu d'adapter la construction qui a déjà bien évolué, mais qui doit encore, à mon sens, encore plus aller de l'avant. Vous avez eu un exemple ce matin, pour ceux qui étaient là, d'un nouveau quartier durable, innovant, avec Clichy, mais surtout, je pense, à ma ville,
qui est Châtenay-Malabry, avec le projet La Vallée qui a remplacé l'école centrale, et où on a vu un exemple de ce qui peut être fait à une certaine échelle, à la fois en termes d'économie circulaire, puisqu'on a évité 6000 camions en déconstruisant sur place, mais également en termes de vie de quartier, de nouveaux quartiers, qui n'est pas simplement posé, qui n'est pas intégré à la ville, avec la diversité aussi à l'intérieur à la fois des équipements publics, des commerces, de tiers-lieux maintenant, de services, et également dans la constructibilité, puisque beaucoup d'immeubles seront construits avec des bétons recyclés suite aux déconstructions, mais également avec du bois et pourquoi pas avec aussi de la terre pour certains équipements publics. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples à donner. Donc je crois que cette innovation, cette nouvelle façon de construire, de faire des quartiers, était déjà préexistante, puisque Centrale, vous en avez eu l'exemple ce matin, mais c'est un projet qui a été pensé il y a déjà pas mal d'années. Donc nous y travaillons tous déjà professionnels élus, à savoir quelle doit être la ville de demain. Alors, les conditions sanitaires mettent peut-être l'accent sur le fait d'aller encore un peu plus vite, de dire mais on ne découvre rien, y compris concernant le télétravail, il existait avant même que l'on soit confiné. Ce n'était pas une obligation, mais il existait. Donc à nous de continuer dans ce sens-là pour qu'effectivement, bien, il fasse encore meilleur vivre dans nos villes et dans notre région et notre département. Vous évoquiez justement le projet de Châtenay. Quel rôle peut avoir la maîtrise d'ouvrage public dans la transition écologique du secteur de la construction, puisque on sait bien qu'il faut des commanditaires un peu volontaristes si on veut que l'innovation se fasse au service de l'écologie. Bien, effectivement, le projet, c'est le maître d'ouvrage, donc en l'occurrence l'élu qui le porte. Mais ce projet, il doit être partagé. Il doit être partagé d'abord par la population, par les habitants, et ceux qui sont déjà là, pas forcément ceux qui vont arriver après, mais ceux qui sont là. Donc, bien faire partager nos ambitions et que ce soit des ambitions communes de ce fait. Ensuite, faire en sorte de nouer des partenariats. On a été la première ville à non pas à créer une CEMOP, mais en tous les cas une CEMOP d'aménagement. Donc, d'entrée de jeu, on a bien voulu nouer un partenariat avec le privé, les gens de l'immobilier, de la construction, pour justement, dès la base, non pas construire le projet, puisque le projet, on l'avait déjà en tête, mais en tous les cas, l'affiner et voir comment le réaliser à travers tout ce que je viens d'indiquer. Donc après, tout cela s'est mis en œuvre. C'est lourd, c'est long, ce sont des projets ambitieux, dans la durée avec parfois quelques difficultés, mais en tous les cas, les choses se passent bien et on voit là aussi l'intérêt du partenariat public-privé. Je l'ai vu à travers cette CEMOP et je m'en félicite, et non pas parce que j'ai en face de moi beaucoup de gens du privé et du monde de l'immobilier, mais je crois que c'est effectivement important de pouvoir travailler ensemble dès l'amont. En termes de partenariat, vous évoquez quelque chose au tout début, qui est le rôle du département par rapport à la strate communale. À la strate communale, oui. On met justement. Comment, surtout en cette année 2020, où on sait bien que les communes ont été un peu ralenties dans leur activité avec des élections à rallonge, etc., en partie dans les grandes villes, comment les départements peuvent jouer, le vôtre en particulier, peut jouer un rôle d'aiguillon, d'animateur pour justement relancer la machine? Déjà, c'est aider les communes, parce qu'elles ont aussi souffert. Leurs recettes ont diminué, leurs dépenses ont augmenté, et la crise a peut-être, cette crise sanitaire, rajouté un peu à des problématiques. On a bien vu, au résultat, vous avez évoqué les élections aussi qui ont retardé certains projets, des résultats des élections municipales qui peut-être peut leur faire poser un certain nombre de questions. Donc je crois qu'effectivement, il faut les aider à prendre conscience de tout cela et de dire
qu'il ne faut pas arrêter. De toute façon, pour les fréquenter régulièrement, ils n'ont pas forcément envie d'arrêter. Ils ont toujours une ambition pour leur ville, parce que en réalité, quand on est maire, une des choses, on a beaucoup de sujets à traiter, hein, la petite enfance jusqu'aux aînés, enfin, on fait différents métiers, mais un des points essentiels, c'est justement imaginer sa ville dans les années qui viennent, dans le futur. Donc ça, je crois que tous les maires en ont conscience. Après, il ne faut pas céder non plus à certaines modes, entre guillemets. Une fois encore, ils avaient tous, comme nous, comme moi, anticipé le développement durable. Et ça, c'est pas une mode. Hein. Une mode, c'est il faut du vélo. OK, il y en a, nous-mêmes, le département, on a fait des pistes cyclables, mais le développement durable, c'est pas que les vélos. Bientôt, on vous parle que de ça. Non, le développement durable, c'est plus large, beaucoup plus important, en termes aussi de CO2. Enfin, voilà, c'est pas simplement des pistes cyclables. Et ça, ils en ont conscience. Après se pose le problème des densités, qui revient un peu. Est-ce qu'il faut construire autant? Bon, on peut se poser la question. Mais en même temps, nous sommes en petite couronne. Là aussi, il faut être logique. On nous dit qu'il faut construire 70 000 logements an pour couvrir les besoins. Si on n'en construit plus, ou très peu, quand on construit 20 ou 30 000, est-ce que ça va faire diminuer les besoins? Non, ça va encore les augmenter. Est-ce que pour autant, on va les construire plus loin? On va densifier ailleurs. Alors que, il me semblait qu'à un moment donné, c'était même question de dire qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Alors, on n'est pas obligé de démolir. C'est ce qui se passe sur l'île Seguin. C'est ce qui se passe, entre autres, à l'île Seguin. Enfin, ici, c'est des friches industrielles, pas du logement. C'est encore un peu différent, mais c'est effectivement ce qui se fait en grande partie. Alors, on n'est pas obligé de remplacer non plus du R+2, +3 par des tours de 20 ou 30 étages. Ce qu'il faut, c'est, une fois encore, que l'on prenne l'ampleur du sujet. Ce matin, enfin tout à l'heure, je vous ai évoqué ce que vous avez entendu ce matin. J'ai donné quelques aspects du nouveau quartier La Vallée. Mais il va y avoir, dans ce quartier, je pense que le maire a dû vous le dire, 7 hectares de verdure. Une ferme sur 1 hectare en pleine terre. Voilà, la vie est différente. À nous aussi de nous adapter à ce que sont les attentes de demain, mais s'adapter, c'est aussi avoir le courage soi-même de porter les choses et de les faire partager. Je vous ai dit, c'était commencer par avoir un projet et faire de la concertation et faire partager une ambition. C'est ça aussi le rôle de l'élu. Si simplement vous faites marche arrière parce que vous recevez 2 ou 3 courriers ou parce que vous recevez une pétition, vous ne faites plus rien. Ce qu'il faut, c'est vous être convaincu de ce que vous allez faire. C'est ce qui doit être fait pour être encore plus fort, pour le porter. Plus vous y croyez vous-même, plus vous êtes convaincant. Et enfin, peut-être un petit mot, sauf si vous avez un mot à ajouter, mais dans ces temps un peu troublés, perturbés par la pandémie, il peut être tentant peut-être de sombrer dans le défaitisme un petit peu. On a voulu, nous, aujourd'hui, célébrer au contraire l'innovation. Quel message vous adressez un peu pour encourager cette dynamique vers l'innovation, vers le progrès durable finalement, dans la construction et j'imagine même au-delà, dans l'aménagement du territoire? Écoutez, une fois encore, moi je pense que les besoins sont toujours là. On aura toujours besoin de logements, on aura toujours besoin de bureaux. À nous d'être innovants, mais on l'a déjà été. Si je prends l'exemple de la Défense, où là, avec Paris La Défense, on est concerné en premier chef, eh bien, lorsque j'ai vu certains articles disant « la Défense c'est fini », les quartiers d'affaires, les tours, écoutez, pour l'instant, si je regarde les chiffres, le taux de vacances, il est de 5,5. C'est beaucoup par rapport aux 4 qu'il y avait. Enfin, 5,5 taux de vacances, c'est pas énorme. Que les nouvelles tours livrées sont occupées, que tout ce qui devait être signé a été signé. Mais pourquoi? Parce que là aussi, nous avions anticipé, une fois encore,
la crise sanitaire a mis en exergue certains points, mais que ce soit nous-mêmes élus, les investisseurs, quand vous avez la Tour Link, où Total va mettre son siège, que les travaux commencent, le projet il a été fait plusieurs années avant, d'accord? Et donc la tour était déjà imaginée à ce qu'on dit aujourd'hui, comme c'était une nouveauté, en disant il faut des terrasses, il faut que les fenêtres s'ouvrent pour qu'on puisse respirer, des lieux d'échange, etc. Tout ça avait déjà été prévu parce que les modes de vie, les mentalités avaient déjà changé et que notre rôle, justement, à nous, de chaque côté professionnel, c'est de capter ça et de le mettre en œuvre. Et donc, moi, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu à être pessimiste, bien au contraire. Je crois qu'il y a du travail, il y en aura. Et puis, vous savez, comme on dit parfois, après la crise, ça recommence comme avant. Bien là, justement, il ne faut pas peut-être que ça recommence comme avant. Il faut qu'un nouveau système, entre guillemets, et puis se mettre en place pour que, après la crise, au contraire, on reparte encore plus fort et qu'on évite un creux de vague important. Très bien. Merci beaucoup, Georges Zifredi, de nous avoir accueillis dans sur l'île Seguin, Boulogne-Billancourt, dans votre beau département. C'est l'heure des remerciements. Je vais être très rapide. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir bravé le froid et pour être venus jusqu'ici aujourd'hui. Merci à tous nos partenaires. Merci évidemment à tous nos intervenants. Il y en avait beaucoup aujourd'hui dans tous les ateliers. Merci beaucoup aux journalistes animateurs qui ont brillé toute cette journée, qui ont rendu, je l'espère, les sujets compréhensibles, passionnants. Merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation, à toute l'équipe du web aussi qui a rendu la diffusion en ligne possible en direct. Et puis voilà, on a réussi à faire un bel événement dans des conditions particulières. On est très fiers de l'avoir réussi. J'espère que vous êtes heureux d'être venus ici et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup.